merci d'être présent pour cette nouvelle session des grands dossiers de la protection sociale autour de l'accès aux soins et de la coordination des acteurs, sujet qui nous semble deux sujets qui nous semblent liés, bien évidemment, la coordination des acteurs et l'accès aux soins, mais on va redemander à nos invités s'ils sont bien sûr d'accord avec ce lien, et qui me semble aujourd'hui un sujet très important, évidemment, des politiques publiques. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci beaucoup, Madame la Ministre, donc dans un agenda super chargé. Je sais que vous venez de l'Assemblée, que vous retournez à l'Assemblée et que vous avez pris un peu de temps pour être avec nous. Nous y sommes extrêmement sensibles. Avec vous, Marie Blanquet, qui est présidente d'une CPTS dans le Nord-Cantal et qui, par ailleurs, est économiste de la santé et PH. Et puis Albert Lottmann, directeur général de la CEPAM de l'Essonne et qui a été un co-auteur récent d'un rapport commandité par vous-même, Madame la Ministre, autour des fameuses CPTS, donc, dont on va parler, je pense, pendant cette séquence. Madame la Ministre, je vais évidemment commencer par vous. Ce sujet d'accès aux soins, de coordination des acteurs, alors à la fois quelle place ça prend, enfin comment vous voyez ce sujet au jour d'aujourd'hui, mais surtout, comment vous voyez les progrès effectivement depuis que vous avez pris votre poste sur ce sujet, comment vous voyez les évolutions en cours et notamment, mais pas exclusivement sans doute, mais notamment avec ce fameux sujet des communautés professionnelles territoriales de santé. Bonjour à tous, merci de m'avoir de nouveau invité pour participer à cette table ronde sur un sujet. Tout à l'heure, vous m'avez introduit en disant si on était d'accord. Je pense que d'abord, je suis d'accord et je pense que c'est nécessaire. Depuis maintenant 14 mois que je suis à la tête de ce ministère, je pense que j'ai de plus en plus l'intime conviction que c'est une des réponses parmi d'autres, qui nous permettra de résoudre une équation à laquelle nous sommes confrontés. 87% de la France est un désert médical. Nous avons moins de médecins. Nous devons apporter une réponse de plus en plus importante aux besoins de santé de nos concitoyens. Et une des réponses, c'est bien que les acteurs, les professionnels de santé travaillent autour du médecin traitant pour l'intérêt du patient de façon coordonnée. Et le président de la République, le 6 janvier dernier, lors de ses vœux aux professionnels de santé, nous a demandé à ce que notre territoire soit couvert à 100% de ces fameuses communautés professionnelles territoriales de santé qui sont une des réponses à cette coordination. Alors, je peux continuer, si vous voulez. Donc, dans ce cadre, et pour y arriver, j'ai confié il y a quelques mois une mission, comme vous l'avez dit, à une triplette. Un médecin généraliste, Marie-Hélène Certin, un directeur d'ARS, Hugo Génardi, et un représentant de la CPM, en la présence d'Albert Lottmann, ici présent. L'idée, c'était vraiment de pouvoir, en parallèle de mes déplacements nombreux que je fais dans les territoires, voir quels étaient les freins au développement de ces communautés professionnelles et quels pouvaient être les leviers pour accélérer et répondre à la commande du président de la République de couvrir notre territoire à 100%. Tout d'abord, alors, on vous fera part de leurs travaux, mais de mon côté, moi, j'ai, au cours de mes 160 déplacements maintenant depuis 14 mois, je suis convaincue, et ça tombe bien parce que nous sommes arrivés à la même conclusion, que nous avions enfin un bel outil à disposition des professionnels de santé. Ça, c'est une conviction profonde et partagée. Et d'ailleurs, même si, notamment dans le corps médical, certains pensent que c'est compliqué, que ce n'est pas le bon outil, majoritairement, tous les professionnels de santé nous disent à quel point c'est un bel outil pour que les professionnels de santé travaillent entre eux. C'est un outil que je souhaite à la main des professionnels, fait par les professionnels, pour les professionnels. Je suis très claire, et vraiment là-dessus, et avec Aurélien Rousseau, nous n'avons aucune difficulté à dire que ces outils sont vraiment pour les professionnels à leurs mains. C'est un moyen d'apprendre à se connaître
et je le dis comme ça parce que la professionnelle de santé que je suis, membre d'une CPTS, nous avons à apprendre des professionnels de santé et de tous les professionnels. Nous avons à apprendre des compétences des uns et des autres. Nous avons à apprendre des professionnels du même territoire. Et à la fois dans ces CPTS, mais aussi dans le cadre des CNR qui ont eu lieu toute l'année, nous voyons à quel point les professionnels d'un territoire se connaissent assez mal entre eux. Franchement, ça c'était assez impressionnant. Et donc ces CPTS, lorsqu'elles se développent, elles permettent aux professionnels d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les actions que les uns et les autres développent et de proposer des formations communes, de développer la téléexpertise pour les médecins généralistes, de faire des cafés des soignants pour prendre soin de la santé des professionnels de santé. Beaucoup de dispositifs se mettent en œuvre, je le dis, dans l'intérêt de la prise en charge du patient, mais qui apportent aussi aux professionnels, et notamment parfois à ceux qui se sentent le plus isolés, un endroit où ils peuvent discuter, j'allais dire, autour de la prise en charge d'un patient, d'une pathologie, mais aussi partager parfois des difficultés rencontrées. Donc nous avons là le bel outil, il nous faut le développer, et je le redis, ça n'est pas une mainmise du gouvernement sur les professionnels à travers cette communauté professionnelle, c'est bien un outil pour les professionnels. Et Madame la ministre, vous insistez beaucoup sur ce fait que c'est donc à la main des professionnels. Néanmoins, enfin, qu'est-ce que vous attendez des services publics? Quel est le rôle finalement des services publics, les ARS, les caisses d'assurance maladie, pour aider ou accompagner pour vous ces communautés? L'un des freins qui a été souvent évoqué, c'est la difficulté de construire cette association. Ces mêmes professionnels dont on essaye de dégager du temps médical pour qu'ils puissent exercer, certains pensent que cette structure va leur créer une charge administrative supplémentaire. Sans doute qu'à la création, c'est le cas. C'est bien pour ça que, suite à une proposition faite, nous allons mettre à disposition pour les professionnels qui souhaiteraient monter leur CPTS à l'échelle d'un territoire, j'allais dire le coordonnateur très en amont de phase pour pouvoir monter cette structure juridique et toute cette paperasse que les professionnels de santé n'aiment pas. C'est là une des premières mesures que nous allons mettre en place. La CPAM a aussi le travail à faire de pédagogie de ce qu'est une CPTS et de ce qu'elle n'est pas. De ce qu'elle peut permettre de faire beaucoup de choses et de ce que nous ne demanderons pas au CPTS de faire. Bien sûr, l'État met des moyens, beaucoup de moyens. À aucun moment, le manque de moyens a été quelque chose de revendiqué. C'est assez rare pour être signalé, donc disons-le très clairement. Donc en contrepartie, bien sûr, il y a des missions confiées à ces CPTS, mais l'idée est bien de ne pas empiler ces missions, et ça a été très clairement exprimé, et de confier une petite part d'autonomie, j'allais dire, de fonctionnement pour développer des projets. J'étais hier à Toulouse, parler de la santé des professionnels de santé, et présidente de CPTS m'a demandé justement cette petite autonomie pour développer des projets. Et je pense que là aussi, c'est important. Donc, les ARS et les CPAM doivent être des facilitateurs, en tout cas accompagner les CPS, dire tout l'intérêt qu'il y a à pouvoir se retrouver pour, je le redis, autour du patient, entre professionnels, construire un parcours de soins et de prise en charge. Alors peut-être Marie Blanquet, tout de suite, vous êtes présidente, je l'ai dit, d'une CPTS. Depuis combien de temps peut-être déjà elle existe, votre CPTS? Notre CPTS, elle existe depuis 2018 et moi je suis présidente depuis 2019. D'accord. Et donc alors, au-delà de, donc elle est créée et tout ça, qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce qui pourrait être ou devrait encore être développé demain pour que son potentiel soit davantage exploité au service de nos concitoyens, bien évidemment? Alors nous, on est une CPTS de taille 1. Dans ce que vous signalez, je vais reprendre point par point. Dans le financement des CPTS, alors petit 1, ce que vous appelez paperasse, c'est quand même l'analyse épidémiologique des territoires, de telle façon à avoir des axes de construction de parcours en lien avec son territoire adapté, ce qui paraît quand même être la base. C'est aussi la protection des données. Nous, on a un DPO à la CPTS pour le respect du RGPD, des choses qui ne sont pas forcément
pour lesquels tout le monde n'est pas sensibilisé. Et c'est également une qualité avec une structuration documentaire identique à celle qu'on peut retrouver en milieu hospitalier. Donc, c'est pas rien. Effectivement, les médecins n'y sont pas sensibles. Mais par contre, ce serait bien qu'ils soient sensibles ou qu'ils aient au moins une personne référente sur ça à l'échelle des CPTS parce que ce sont des points importants. Petit 2, en France, pour l'accès aux soins, on a décidé de s'attaquer à l'offre. On n'a pas décidé, a priori, ou pas suffisamment à mon sens, en tant que médecin généraliste exerçant au service de santé publique, à la diminution de la demande. La diminution de la demande, ça se fait par la prévention, ça se fait par la promotion de la santé, ça se fait par l'éducation de la population, donc ça c'est la littératie en santé, et ça se voit bien à travers les financements qui sont donnés à la CPTS. C'est-à-dire que pour ce qui est de ma taille de CPTS, taille 1 que je connais bien, l'accès aux soins est à 80 000 €, là où on n'atteint pas cette somme quand on développe la mission socle parcours et la mission socle prévention, ce qui moi me pose souci, et ce d'autant plus qu'on a la même somme qu'on fasse 1 ou 5 parcours. Donc nous, à l'échelle de notre CPTS, en l'occurrence, on a 5 parcours et donc on est pénalisé. On était en expérimentation de chantier ministériel pour l'insuffisance cardiaque, l'ostéoporose. On a rajouté la nutrition, on a les fragilités de personnes âgées, l'activité physique. Et donc nous, forcément, on est forcément pénalisé. Après, 20 000 € pour des actions de prévention. Fort heureusement, vous avez signalé tout à l'heure qu'il fallait qu'on apprenne... Il faut également qu'on apprenne des patients. On n'en est pas encore aux patients experts en France. Il faut également qu'on apprenne du monde associatif qui était très développé avant que les CPTS arrivent, que les CPTS se doivent de respecter parce qu'elles font déjà beaucoup de choses. Et également la MSA, les actions de la CEPAM, les actions des mutuelles. Il y avait déjà beaucoup de choses structurées, organisées. Les professionnels ne les connaissaient pas. Et il y a une première phase d'acculturation des professionnels à ces installations. Et après, avec 20 000 € de prévention, on soutient, on organise ce qui existe déjà. On y participe pour faire de petites actions, mais on ne peut pas faire davantage, nous, à l'échelle de la CPTS, et c'est de mon point de vue un regret. Et enfin, le point clé qui me paraît en France, j'étais récemment directrice de thèse, à la base, l'objectif de la thèse était, comme on construit, nous, le parcours en sciences cardiaques dans le Cantal, je suis référente pour sa construction, de mesurer si les médecins généralistes avaient des parcours informels d'insuffisance cardiaque. Et j'ai redirigé la thèse vers la mesure du niveau de maturité entre le paradigme pathologie aiguë et le paradigme parcours de santé. La maturité est plutôt en pathologie aiguë, elle est rare en pathologie de parcours. Donc, il y a déjà un très gros travail de maturité des professionnels. Après, l'outil CPTS, je suis d'accord, est très, très intéressant. Peut effectivement s'adapter à son territoire, mais il y a quand même des choses à prendre en considération et pour le coup, la façon dont les montants sont orientés en termes accès aux soins, parcours, prévention, me pose problème. Merci. Peut-être, alors Albert, juste un petit mot avant que la ministre réponde est-ce que ces remarques de Marie Blanquet, vous les retrouvez dans vos échanges avec les différentes CPTS ou c'est très varié, c'est hétérogène, enfin comment vous voyez les choses? Ce qu'on a vu dans notre mission, alors on a vu moins de CPTS que Madame la Ministre, mais on en avait vu en gros une vingtaine de façon longue, approfondie, détaillée. Et puis on a 270 CPTS qui ont répondu à un questionnaire. Donc voilà, on a vu une grande hétérogénéité de la situation de maturité des CPTS, incontestablement. On a vu en même temps une grande convergence dans les constats, y compris sur les freins et les leviers et les attentes des professionnels pour l'avenir. Et donc, deux, trois éléments, voilà, on est quand même, et l'intervention qui vient d'être faite de Marie Blanquet, il est très symptomatique. On a des professionnels de santé qui parlent responsabilité territoriale, populationnelle, ce qui n'est pas quand même, parce qu'il faut mesurer d'où on vient et le chemin qui a été parcouru. C'est pas comme ça qu'on les a formés, c'est pas ce qu'on attendait d'eux il y a encore quelques années. Et moi, je trouve que c'est une vraie source là d'optimisme sur le fait que c'est une transformation profonde, à la fois culturelle et dans les pratiques, qui est en train de se mettre en place, pas seulement avec les CPTS, mais notamment avec les CPTS. Et puis, on a eu des témoignages. Une des questions qu'on se posait, c'est est-ce qu'il va y avoir du découragement? Est-ce que finalement il y a eu un élan pluriprofessionnel autour des centres de vaccination Covid, etc. Il y a eu de l'envie. Est-ce que tout ça n'est pas en train de retomber? La réponse est non. On n'a vu nulle part un découragement. On a vu beaucoup de professionnels quand même, pour aller dans le sens de Madame la Ministre, qui nous ont dit c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on avait imaginé au début. C'est extrêmement chronophage. Ce n'est pas le diagnostic territorial épidémiologique qui leur pose problème. Ça, tout le monde dit c'est le b.a.-ba et ça, on le sait faire. En revanche, écrire le projet de santé, on y a passé des nuits et des nuits.
Et c'est vrai que si on avait eu un coordonnateur plus tôt et pour nous accompagner parfois plutôt qu'un consultant financé par des fonds d'amorçage, voilà, qui nous parfois a vendu des diaporamas un peu stéréotypés, ça nous aurait aidé. Et quand même, on a eu un constat que c'est parfois très long entre le début du projet et le fait de signer l'accord conventionnel avec Interpro là, avec la CEPAM. Et donc, parfois, c'est plus de 2 ans. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut un certain temps pour faire un projet de santé sérieux, mais il faut aussi peut-être que ça aille plus vite. Madame la ministre. Alors, moi, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Albert. Pour répondre à ce que vous avez dit, d'abord, les CPTS, il en existe des 4 tailles. 4 tailles en fonction notamment de la population couverte. Moi, je suis ravie d'entendre qu'on trouve que les moyens alloués à la prévention ne sont pas suffisants. Mais je le redis, les degrés de maturité des CPTS sont quand même très divers. Nous sommes au début. De ce que les CPTS se mettent en place et peuvent faire. Moi, je n'ai pas de problème à dire qu'à un moment ou à un autre, peut-être on pourra revoir la place des projets portés par les CPTS en termes de prévention. Et une des propositions qui a été faite et que nous avons retenues, c'est d'allouer, dans la somme qui vous est allouée, une part, j'allais dire, à l'autonomie de vos projets. Je crois qu'on est entre environ 10% de la somme que vous pouvez allouer au projet que vous souhaitez porter, parce que je le redis, moi je crois, j'allais dire, à l'autonomie de ces communautés professionnelles dans le cadre de leur exercice. Donc c'est déjà une réponse, une partie de la réponse à votre préoccupation, parce qu'on voit bien qu'en fonction des territoires, cette problématique de la prévention, elle est différemment appréhendée. Mais nous savons bien que la prévention doit devenir un enjeu majeur, est un enjeu de santé publique sur lequel nous allons devoir progresser. Et les CPTS sont à cet égard des outils intéressants parce qu'ils permettent à tous les professionnels, j'allais dire, de construire à l'échelle de leur territoire. Et qu'en termes de prévention, tous les territoires n'ont pas forcément besoin à l'instant T de la même réponse. Et c'est l'intérêt de ces communautés professionnelles territoriales de santé, c'est qu'elles sont, j'allais dire, le fruit de la construction d'une politique de santé territoriale faite par les professionnels eux-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des professionnels qui, grâce au projet de santé qu'ils ont établi, peuvent apporter des réponses. Et la réponse qui sera faite dans le nord de la France sera, je le crois, et j'en suis même sûre, différente que celle qui sera faite en Lozère. Et ça, c'est intéressant. Et je le redis, nous avons trouvé l'outil. Maintenant, il nous faut, j'allais dire, le rendre pérenne. Il faut que les professionnels se l'approprient. Et il nous faut arriver à l'objectif, avant la fin de l'année, de couvrir 100% de la population française par cette organisation territoriale des professionnels de santé. Moi, tant que la ministre est encore avec nous, moi, je dirais que on a, dans les points très positifs, un peu convergents, là, je parlais d'une grande convergence dans les réponses, il y a la sortie de l'isolement. Et c'est vrai qu'on parle qualité de la prise en charge du patient, etc., mais les choses, la première étape souvent, ce qui a été travaillé, c'est le service apporté aux professionnels de santé d'un territoire, l'attractivité par exemple du territoire pour attirer des stagiaires ou des internes, etc. C'est-à-dire d'abord, ça passe par le vivre ensemble entre professionnels de santé. Et c'est vrai que tous nous ont dit l'isolement, c'est ce qui affecte le plus les conditions d'exercice. Et le fait de pouvoir partager à la fois des cas cliniques, des difficultés, des problématiques communes, en monopro comme en pluripro, parce que dans le même métier, parfois on ne se connaît pas ou on se connaît sans travailler ensemble. Donc l'idée, c'est que les infirmières, les médecins ont des moments où ils doivent pouvoir échanger entre eux. C'est aussi intéressant que de pouvoir échanger en pluripro. Et ce sentiment de sortie d'isolement, c'est quand même le premier bénéfice qui est vraiment revenu systématiquement. Et puis ensuite, quand on essaye d'aller chercher les freins, on a parlé un peu de la complexité administrative tout à l'heure. Dans les freins, il y a cette crainte d'être enfermé
dans quelque chose qui serait un entonnoir de politique publique, beaucoup de contraintes. Alors au mieux, de façon plus positive, on veut dire avec des objectifs très descendants, des parcours qui arrivent de la CNAM, des choses qui seraient très stéréotypées, et donc pas assez de place à l'initiative locale. Donc ça, on l'a beaucoup entendu. Donc j'entends que la ministre a un discours très, très volontariste là-dessus. Mais nous, dans nos propositions, on a dit qu'il faut laisser une place, y compris dans les financements, sur des projets issus du territoire, parce que c'est aussi un levier motivationnel. Pour qu'on venir s'impliquer dans une CPTS, il faut y trouver des choses qu'on a envie de faire, etc. On a vu aussi qu'il y a un peu la peur d'une forme d'étatisation des libéraux en disant, et notamment, on a rajouté une mission récemment sur la crise sanitaire et c'est un peu instrumentalisé parfois. En tout cas, il y a une crainte qu'on a entendue, même si elle est minoritaire, de dire, vous voyez, ça veut dire que potentiellement tous les 6 mois ou tous les ans, on va nous rajouter des missions supplémentaires. Et donc, dans la proposition, on dit qu'il faut créer un cadre de confiance et donc rappeler effectivement qu'il y a forcément des objectifs nationaux parce qu'il y a un accord conventionnel qui est signé avec les représentants au niveau national. Parce que la ministre disait tout à l'heure, Mme Firmin-Lebaudot, vous y disiez, il faut faire la pédagogie de ce qu'est une CPTS et ce qu'elle n'est pas. Par exemple, une CPTS, ce n'est pas un outil magique qui crée des bras quand on en manque. Donc, on ne peut pas l'évaluer uniquement là-dessus. En revanche, c'est un cadre de confiance qui apprend à travailler ensemble et qui fait envisager du coup les questions de coopération pluriprofessionnelle et du coup de protocoles de coopération complètement différemment parce qu'on se connaît, on se fait confiance et qu'on a formalisé une documentation partagée avec des règles, etc. Et on est sûr qu'on travaille de la même manière ensemble. Donc c'est quand même quelque chose de puissant, mais ça n'est pas quelque chose d'instable sur lequel on se retrouve piégé avec des objectifs qui viendraient se rajouter de façon infinie. Et nous, on a entendu en tout cas, et on l'a répercuté dans notre rapport, un vrai besoin d'être rassuré sur cette dimension-là. Moi, j'ai 3 questions pour tous les 3 intervenants, mais notamment Madame la Ministre. La première, mais c'est un peu technique, mais il y a une autre structure de coordination qui existe pour ça, c'est les dispositifs d'appui à la coordination qui doivent gérer donc notamment des situations complexes. Comment vous voyez les uns et les autres articulation entre les CPTS et les dispositifs d'appui à la coordination? Est-ce que ça doit être géré d'ailleurs au niveau national? Est-ce qu'effectivement c'est des choses qui doivent plus être gérées pour vous au niveau territorial? Ça, c'est une première question. La deuxième question, je reviens sur malgré tout ma question sur les services publics, et le rôle. C'est quand même un changement de posture des services publics qui sont habitués à avoir un autre type de relation avec les professionnels et aussi avec quelquefois des organisations un peu descendantes. Comment vous voyez, alors moi je crois beaucoup, mais je parle pour ma paroisse aussi au sujet de formation, d'appui à la formation donc des services publics et on travaille notamment avec le HESP là-dessus pour aider à changer de posture parce que c'est un vrai changement mais de métier, ça c'est et troisième question, c'est là aussi, on voit que, me semble-t-il, dans toutes ces PTS, il y a des gens très investis, voilà, bon, mais il y a aussi forcément ce que j'appelle un marais ou des gens un peu moins investis. Comment vous voyez les choses, effectivement, pour faire en sorte que ce changement culturel, il embarque l'ensemble des professionnels? Alors, sur les DAC, moi je pense qu'il faut être très clair. C'est bien au niveau territorial que cette coordination, elle se fait. Albert l'a dit, il a vu des CPTS matures et d'autres moins. Moi, j'ai vu une CPTS très mature où très clairement la coordination, il y avait même une assistante sociale dans la CPTS qui gérait cette coordination avec autour du patient, autour des services sociaux de la ville pour organiser les liens ville-hôpital, EHPAD, animation, enfin voilà. Donc on voit bien que là, ça peut être aussi, quand c'est à la main et complètement appréhendé par les professionnels du territoire, ça peut être un bel outil aussi qui permette cette coordination et cette organisation autour du patient. Voilà, je pense que c'est vraiment important de pouvoir laisser cette autonomie territoriale. Je le redis, la solution descendante unilatérale applicable de l'avenue Duquesne partout dans le territoire, ça c'est fini. On fait l'inverse justement. Et les CPTS sont à cet égard un bel outil.
c'est aussi un outil, et je vais faire part de ma petite expérience de professionnel de santé membre d'une CPTS. J'étais dans la mienne samedi dernier. Comme dans toute association, comme dans toute structure, vous avez les professionnels engagés qui embarquent tout le monde, qui font fonctionner, qui proposent des animations, et puis comme dans toute association, comme dans tout syndicat, hein, vous avez un président, un trésorier qui sont les figures de proue, puis derrière, là, vous avez des professionnels qui suivent et qui participent. La meilleure des réponses, c'est le nombre de participations, ou le nombre de participants aux ateliers, à l'Assemblée générale. C'est ça hein, l'objet. Et quand on voit que les professionnels, même s'ils sont là une fois par an ou 2 fois par an, c'est qu'ils trouvent une réponse à un moment donné à leurs questions, à leurs besoins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attentifs à la newsletter qui est envoyée tous les 15 jours. Voilà, donc je pense que c'est plutôt ça. Et puis, c'est le partage d'expérience, la lutte contre l'isolement de certains professionnels. Et c'est aussi s'engager sur des formations communes. La prise en charge des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui doit être partagé en interpro. Et les CPTS peuvent permettre ça. Le partage d'expérience entre CPTS. Demain, on sera à Auxerre pour la fédération des CPTS et l'Assemblée générale. Je pense qu'on voit bien que de plus en plus, les CPTS, elles partagent entre elles des expériences. J'étais dans les Yvelines il y a 15 jours. 100% du département est couvert en CPTS et il y avait la première journée des CPTS des Yvelines où chacun partage de ses expériences, chacun partage de ses problématiques et des actions qu'il peut mener. Là aussi, on voit bien qu'on a déjà franchi pour certains territoires un cap et certains fonctionnent déjà en inter-CPTS. Donc la volonté de se dire que cet outil est le bon outil, qu'il permet aux professionnels de s'organiser pour leur propre exercice. Je pense que c'est aussi important. On parle de l'épuisement professionnel, on parle de difficultés d'exercice professionnel. C'est déjà satisfaisant, mais aussi dans l'intérêt du patient parce que on peut y construire des protocoles qui permettent de prendre en charge, qui permettent de déléguer des tâches. Voilà, je pense que c'est tout ça. Et le point sur lequel je voulais revenir, parce qu'il est important, le message entendu sur l'empilement des missions confiées, je crois qu'il est important de se poser, de regarder en fonction de la taille des CPTS, d'abord quel impact ça peut avoir, parce que demander à une CPTS de taille 1 de faire la même chose qu'une CPTS de taille 4, je pense que ça n'est pas une très bonne idée. Donc ça aussi, on a bien pris le point. Et maintenant, il faut laisser vivre, évaluer. Et pour évaluer, il faut aussi avoir des indicateurs. Les indicateurs, ils sont autant dans l'exercice des professionnels que dans la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens. Marie ? Et du coup, pour répondre, alors petit 1 sur le dernier point que vous avez abordé, effectivement, on est taille 1, mais on a exactement les mêmes missions que les tailles 4. Le problème, c'est qu'on a, nous, on est en milieu rural avec une densité géographique faible, mais répartie sur un très grand territoire. Et ça nous pose problème parce qu'on a une seule coordinatrice là où, vu l'étendue du territoire et même d'un bout à l'autre du territoire, les problématiques ne sont pas identiques. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir 2 coordinatrices, ce que ne nous permettent pas les financements. Donc, c'est vraiment pas en termes de nombre de personnes du territoire, mais vraiment sa répartition. Un autre des soucis, c'est que du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on répond à des appels à projets pour faire face quand on a des besoins. Typiquement, quand on a des appels à projets qui descendent, pour le dernier, qui est vraiment un exemple flagrant de l'ARS concernant l'obésité de l'enfant, ils ont séparé en quintile de précarité, sauf que comment ça se passe en milieu rural? Le quintile de précarité, c'est la couronne autour d'un quintile un peu moins précaire. Et sauf que le quintile un peu moins précaire, c'est là où il y a toutes les structures de prise en charge de l'enfant. Et donc, on ne peut pas monter parce qu'on ne touchera pas assez d'enfants et le projet ne sera pas sélectionné. Donc, il y a une non-adaptation des appels à projets. Ça a été signé par l'IREPS. Il n'y a pas que moi qui ai fait remonter la problématique, mais il faudrait qu'il puisse y avoir une adaptation territoriale à ça. Petit 2, le 3, la CPTS n'a toujours pas dans ses missions de faire de la coordination. On en a fait, nous, par délégation du DAC, parce que le DAC est sous l'eau. Clairement, avec une insuffisance de financement et de moyens eux aussi. Et pareil, la problématique d'un territoire géographiquement très éparpillé. Le DAC est d'un côté, ne peut pas se rendre sur tout le territoire et envoyer ses agents sur tout le territoire qui perdraient beaucoup de temps sur la route, a fortiori en hiver. Donc la CPTS a pris le relais sur les cas complexes du territoire. On doit être à une trentaine ou une quarantaine de demandes depuis avril. Nous, l'entonnoir politique publique, alors au conseil d'administration, on a un référent élu et un référent technicien de chacune
des 4 Comcom sur lesquels est le territoire de la CPTS, de telle façon à ce qu'ils puissent faire remonter des territoires les problématiques. Là, pour le coup, on aurait vraiment besoin d'aide. J'en ai référé parce que j'étais au congrès de santé publique la semaine dernière. J'ai posé la question au maire d'Albi qui lui est très investi dans ces questions. Clairement, ma problématique actuelle est qu'il n'y a aucune compréhension des déterminants de la santé qui sont bien clairs depuis 30 ans. Et on a beau essayer de l'expliquer, on a fait des flyers. Là, on est en train de faire les flyers pour les élus pour bien expliquer. Les professionnels de la santé ne le comprennent pas davantage. Et donc ça, moi c'est un très très gros souci que je tiens à signaler, c'est vraiment la non-compréhension des déterminants de la santé. Quand un élu fait une route et qu'il met une piste cyclable dessus, il joue pour la santé. Et ça, il ne le comprend pas. Et à chaque fois, il dit la santé, c'est le gouvernement. Donc, le gouvernement, c'est l'offre. C'est toujours pas la santé. Et la santé, c'est plus large que ça. Donc ça, là, ce serait bien que ce soit vraiment quelque chose d'entendu. Et pour le coup, on n'y arrive pas tout seul. Pour ce qui est de la recherche, je fais juste un dernier point côté recherche. Nous, à la CPTS, on a une dimension, comme vous le disiez, d'accompagnement des professionnels. C'est une des missions optionnelles. On accompagne les thèses d'internes, j'en suis à 5 sur le territoire. On accompagne également, donc ça c'est ma coordinatrice qui est infirmière, les mémoires d'infirmières. Ça nous paraît très important d'ouvrir aux étudiants. Là, on voulait ouvrir une composante santé dans le lycée pour que tous les élèves qui veulent s'orienter vers la santé, quelle que soit la profession médicale ou paramédicale, puissent être accompagnés. On a des remontées complètement aberrantes en termes d'informations qui reviennent des territoires, tant collège que lycée. Et du coup, c'est pas la même chance quand on vient d'un territoire rural versus quand on vient d'un territoire citadin, quand on a des parents qui ont un haut niveau socio-économique versus quand on a des parents d'agriculteurs, en termes de connaissance de l'information, de l'organisation des études, par exemple. Et donc ça, c'est un lien qu'on doit faire avec l'éducation nationale. Pour l'instant, c'est des choses qui restent délicates pour le coup sur notre territoire. Et vraiment, la CPTS, les projets, on essaye de les inclure. On a fait une université foraine avec le Clermont-Auvergne là, sur la Comcom de la Sumène-Artense, une des 4 Comcom que nous avons sur le territoire, pour vraiment faire le lien entre la recherche, comment ça se construit sur les territoires. Et nous, évidemment, on avait la dimension santé, activité physique et puis addiction. Ils ont des politiques, ils ont déjà des choses écrites. Toutes les communes ont déjà des projets. Il faut que les projets de la CPTS puissent s'inclure et qu'ils arrivent à comprendre ce que la CPTS peut apporter de plus en termes de santé. Ce qui n'est pas le cas, nous, de toutes les Comcom. Il y en a qui nous ont bien identifiés, qui viennent nous chercher quand elles ont besoin de formation sur les troubles musculo-squelettiques, quand elles ont besoin pour l'activité physique, de préconisation chez le jeune ou pour le mésusage d'alcool. Elles viennent nous chercher. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vais essayer de vous répondre de façon très courte parce que je vais devoir vraiment vous quitter. Je suis attendue à l'Assemblée à 18h. L'enjeu que vous définissez autour des déterminants de santé, il est le corollaire de ce que la prévention n'est pas culturelle en France, très clairement. Et je dois le dire, la volonté des élus locaux, des collectivités, de pouvoir, j'allais dire, prendre part à tous ces enjeux autour de la prévention, il est majeur et il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Là, les régions, les ARS sont en train d'écrire les PRS. On voit bien que, le projet régionaux de santé, on voit bien que ces enjeux de la prévention dans ces PRS prennent une place importante et le lien à travailler avec les collectivités territoriales, il est là. Les CPTS, elles sont nouvelles dans le paysage d'organisation des soins. Faut qu'elles trouvent leur place à la fois en faisant le lien avec les collectivités locales, vous avez cité tout à l'heure les CCAS, mais aussi le lien avec l'hôpital. Ces CPTS, elles seront identifiées, mais elles doivent être encore plus identifiées comme les représentants, j'allais dire, de la ville et de la prise en charge de nos concitoyens en ville. Elles sont ce lien. Et moi, je suis intimement convaincue que faire de la prévention une vraie politique de santé publique, parce que c'est nécessaire. Une fois qu'on aura ça, tous les indicateurs que vous définissez seront, j'allais dire, mieux appréhendés collectivement. Là aussi, c'est culturel. Parce que vous l'avez souligné, que même les soignants ont un peu de mal à appréhender les objets autour des indicateurs de santé, parce que la prévention n'est pas forcément non plus complètement enseignée, notamment chez les médecins. Va falloir qu'on sorte du tout curatif et qu'on passe à une volonté de faire de la prévention. La volonté, elle est là. Maintenant, il faut l'enseigner et les indicateurs qui vont avec, bien évidemment. Alors, je le redis, nous avons la chance d'avoir 2 événements sportifs importants. La Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques. On doit se saisir de ces événements sportifs pour notamment, dans le cadre de la prévention, et vous avez parlé beaucoup des jeunes et de l'obésité, de faire en sorte que mettre la France
en mouvement. Pratiquer l'activité physique adaptée versus sport santé, c'est un enjeu majeur. Il faut se servir de ces événements pour que le plus bel héritage des Jeux Olympiques, bien sûr, ce seront les terrains qu'on aura développés, mais c'est aussi, ce sera le vrai marqueur, ce sera la réussite que nous aurons réussi à faire passer, de dire que le sport santé, l'activité physique adaptée, j'ai entendu dans votre CPTS, vous aviez une action sur ce sujet, soit des priorités. Mais là aussi, il va falloir qu'on accompagne le corps médical à prescrire du sport santé et à se mettre en mouvement pour que la jeune génération, dont on nous laisse penser que les indicateurs sont très mauvais, il est urgent que nous puissions faire en sorte que la jeune génération se mette en mouvement pour éviter d'avoir des jeunes, si on ne bouge pas, à 39 ans, auront une pathologie chronique. Donc, c'est essentiel. Et les CPTS seront les acteurs importants du lien avec les collectivités locales sur la mise en place de ces politiques publiques nécessaires, et notamment sur la mise en place des pistes cyclables, des chemins facilités pour aller accompagner à pied peut-être le bambin à l'école. Il y a tout ça à mettre en œuvre. Et les collectivités sont demandeuses et volontaristes. Il suffit de s'organiser et de coordonner tout ça. Merci Madame la Ministre, je sais que vous devez repartir pour l'Assemblée nationale. Nous on va continuer avec, je le dis tout de suite, avec Marie Blanquet et Albert Lottmann merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour ce dialogue et à très bientôt. Merci. Donc Albert, Marie Blanquet a évoqué les déterminants de santé en disant que c'est encore trop absent de notre culture commune et aussi donc des politiques publiques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors avant de répondre sur les déterminants, je voulais quand même dire que sur le Tour de France des CPTS, là sur vos 3 précédentes questions, on a essayé de regarder de près. Moi systématiquement sur le DAC, j'ai demandé, mais est-ce que ça ne fait pas des couches, le millefeuille, une couche de plus, etc. Est-ce que vous vous y retrouvez? Et je m'attendais avec gourmandise qu'on nous réponde, ben, on n'y comprend rien, etc. Et c'est pas du tout je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé, mais globalement, les DAC et les CPTS trouvent leur place. Et on a eu très peu d'exemples de problèmes de coordination, etc. Donc moi, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que sur le terrain, les choses sont en train de se structurer. Et alors, il y a le cas que vous citiez des zones rurales particulières, mais sinon, d'une manière générale, la coordination avec le médico-social et avec le social tout court autour de situations très complexes et très lourdes, c'est clairement pas ce que peuvent faire les CPTS. Et donc, en général, assez structurellement, il y a une offre de services des DAC qui se met en place. Et moi, pour le moment, j'ai quand même le sentiment que par rapport aux craintes qu'on avait, ça fonctionne. Pour être franc sur ce sujet, moi, je suis assez d'accord. Mais c'est vrai que par rapport à la réponse de la ministre, je me demande s'il ne faudrait pas une doctrine un peu nationale quand même, un peu sur le sujet. C'est-à-dire que effectivement, les DAC sont des effecteurs sur donc des prises en charge complexes et ceux qui mettent en place. C'est pas le rôle de la CPTS. La CPTS, elle a cette vision populationnelle. Enfin, il me semble surtout le lien avec le social. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le DAC, je pense qu'on aurait intérêt plutôt à préciser les choses, parce qu'autrement, je crains quelques conflictualités. Dans beaucoup de cas, ça se passe bien, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a eu des échanges à l'échelle des CPTS dernièrement. La coordination n'est pas dans nos missions. D'un point de vue juridique, on n'a pas à faire de coordination. Nous, on l'a fait par délégation du DAC parce qu'on a des difficultés et le DAC a des difficultés. Après, je suis d'accord qu'il y a besoin d'un message national pour... alors déjà, on n'est plus en coordination des soins. Normalement, on est en intégration des soins. C'est-à-dire qu'on intègre les soins dans le mode de vie du patient. C'est le cran même encore après. Accessoirement, et pour ça il faut des moyens. Le DAC chez nous est clairement, vraiment la répartition géographique nous simplifie pas la tâche. Et oui, moi je pense qu'il faut une clarification parce que les CPTS elles ont beaucoup de missions, elles s'en donnent déjà beaucoup. Le chantier est immense parce qu'on a un retard de prévention et de promotion de la santé qui est majeur, donc on ne peut pas tout faire. Et ce n'est pas à nous de faire de la coordination. Donc là concrètement, nous on a un parcours insuffisance cardiaque sur le Nord-Cantal qui fonctionne bien. Dès que la personne, il y a un besoin en coordination ou il y a un lien potentiel avec une pathologie cardiovasculaire, elle est adressée dans le parcours, c'est insuffisance cardiaque et prise en charge des pathologies cardiovasculaires dans leur ensemble, parce que la CPTS ne peut pas gérer la complexité des dossiers, et après on fait le lien. Et après ça dépend aussi sur le territoire. Moi j'ai une zone blanche de clic alors que j'ai un clic sur la moitié, donc forcément du côté où il y a le clic c'est plus simple parce qu'on a tout le côté social. Par contre les clics appellent la CPTS pour la coordination infirmière parce que la coordinatrice de la CPTS est infirmière, donc il ne faut pas négliger le pan infirmière dans la coordination.
Alors ensuite, dans les questions que vous posiez, il y avait comment on agrège. On voit, il y a une étude de l'adresse qui a montré que 40 à 50% des médecins généralistes sont l'arme au pied, ni pour ni contre, en se disant on verra ce que ça donne. Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et pour le moment, c'est pas flagrant. Et là, je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a un effet tunnel. Quand on lance une CPTS, la première année ou les 18 premiers mois, c'est des mois d'installation, de réunions. Or, aujourd'hui, motiver des professionnels de santé, médecins ou les autres, à aller participer à des réunions pour créer des projets dans une CPTS, c'est pas très vendeur. Donc, on a une équipe de motivés. Et puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui attendent de voir s'il en sortira quelque chose. Mais quand on a vu des CPTS qui ont 2-3 ans d'ancienneté, avec un niveau de maturité qui est plus bon, et qu'il y a des actions concrètes qui sortent de la boîte et qu'on voit qu'il se passe quelque chose, à ce moment-là, c'est frappant de voir que le taux d'adhésion des professionnels du territoire augmente très rapidement et là, on arrive à agréger. Donc, en fait, le défi qui est devant nous, c'est de dire les CPTS qui arriveront à dépasser le cercle un peu des promoteurs, c'est celles qui arriveront sur le territoire à prouver leur valeur ajoutée. Et le dernier point qui est quand même le plus compliqué aujourd'hui, c'est sur l'hôpital, où ça, autant sur les dates, là j'étais assez optimiste, sur pas mal de sujets, là vous voyez, j'ai un discours qui est à l'issue de cette mission plutôt optimiste sur les CPTS, sur le lien avec l'hôpital et le lien ville-hôpital, dont on parle depuis longtemps, hein, et dont on attend beaucoup. De part et d'autre, les libéraux attendent beaucoup des CPTS pour pouvoir parler à l'hôpital. L'hôpital, dans sa diversité, attend beaucoup des CPTS pour avoir un interlocuteur sur le premier recours. Malgré tout, c'est ce qui marche quand même le moins vite, ou pour pas dire le moins bien. Et on a vu quelques exemples grâce à des liens interpersonnels où on arrivait vraiment à faire des choses concrètes. Mais globalement, ça reste quand même essentiellement un chantier qui est devant nous. Voilà, ça je voulais quand même qu'on l'aborde parce que c'est le point le plus critique un peu de ce qu'on a vu dans notre Tour de France. Alors pour ce qui s'agit pour la place de l'hôpital, pour rappel, c'est un des indicateurs de la certification en cours par la Haute Autorité de Santé, le lien ville-hôpital. Alors nous, on a fait un peu l'inverse, que moi j'étais hospitalière et c'est moi qui suis présidente de CPTS dès la 2e année de vie. Donc du coup, on avait le lien hospitalier. Ça a été clairement très compliqué. J'ai été la cible d'attaques quasi permanentes du fait pour la CPTS, par une incompréhension, ça a été non négligeable en termes de difficultés. Là, ils ont passé je suis plus dans l'établissement dans lequel j'étais, mais ils ont passé la certification. Ça a été un des points relevés par les experts. Donc, du coup, ils étaient plutôt satisfaits. Et nous, de l'autre côté, on a un hôpital qui comprend très bien et qui, du coup, on est en train de faire, par exemple, on a une cellule nutrition Nord-Cantal avec une équipe opérationnelle où il y a l'intégralité des médecins nutritionnistes et des diététiciens du territoire, des diététiciennes également. Et cette équipe opérationnelle, les gens viennent des établissements de santé et il y a une charte qui va être envoyée au directeur de telle façon à ce qu'ils puissent mettre à disposition leurs professionnels et que ce soit des choses qu'ils puissent mettre en avant. Donc ça, c'est bon. C'est des choses qui sont en cours. On y arrive petit à petit, mais c'était pas le plus simple. Et l'hôpital n'a pas du tout compris cette dimension-là. L'hôpital a complètement oublié que dans le code de santé publique, il y a une obligation de prévention hospitalière. Et du coup, il ne l'assume pas ou extrêmement peu. J'ai eu des situations rocambolesques, en particulier en termes de vaccination, où on nous explique qu'un vaccin, ça coûte quand même cher, c'est 50 €. Donc on pourra bien le faire en ville, alors que du coup, ce serait bien qu'on arrête de voir les gens tous les 4 matins pour la même chose. Donc l'hôpital n'a pas compris, lui non plus, c'est ce rôle important de prévention qui lui éviterait bien des déboires. Et quand on avait été auditionné avec ma pilote par le Haut Conseil de santé publique pour le virage ambulatoire, c'est un des points clés qu'on avait dit, c'est-à-dire la prévention à l'hôpital et la formation primaire. Et la prévention, ce n'est pas que les médecins. C'est même à mon avis pas les médecins du tout, sauf après. Je pense que les consultations de prévention qui ont été plébiscitées un temps par M. Braun sont tout à fait justifiées. J'ai plusieurs exemples. Plutôt par une infirmière et après le médecin arrive en seconde ligne quand il a la checklist prévention réalisée et qu'il y a les actes de prévention à réaliser ou à prescrire et qu'il y a besoin du regard médical pour confirmer ou non un diagnostic. Mais avant, l'infirmière, c'est le plus adapté parce que le mode de formation des infirmières n'est pas en organes comme les médecins mais en totalité de la personne et ça me paraît le plus adapté. Mais effectivement, l'hôpital, c'est compliqué. Sur l'hôpital, moi, si je peux dire un peu aussi mon point de vue, il nous manque des instruments financiers aussi pour intéresser l'ensemble des acteurs
ce travail ville-hôpital. On a fait, le N3S avait organisé avec le gérontopôle Rhône-Alpes-Auvergne un colloque il y a quelques mois, où Marie Blanquet du reste était, autour du sujet des hotlines gériatriques, c'est-à-dire la mission de l'hôpital, des services de gériatrie, de donner une expertise soit en EHPAD, soit à des médecins traitants sur des cas compliqués, et dans l'idée d'éviter, le cas échéant, le déplacement de la personne âgée à l'hôpital, d'arriver aux urgences, etc. Je pense que c'est évidemment, et donc on a des études, tout ça, qui montrent tout l'intérêt de ces démarches, mais c'est pas encore reconnu dans le droit commun, disons, du financement de l'hôpital. Il y a des solutions que donnent les ARS sur beaucoup de territoires, mais c'est pas encore reconnu. Donc je pense, moi, que dans les travaux qui commencent à être institués dans la suite de la T2A, et qui sont dans la loi de financement, il y a une partie module santé publique, et notamment prise en charge du sujet des personnes âgées et vieillissement. Je pense qu'il faudrait une articulation entre ces travaux, ces incitations financières, et ensuite les organisations, et que peut-être là, on aurait effectivement quelque chose qui pourrait mieux fonctionner. Ce qui manque, c'est des économistes de la santé qui font des études. Dans le cadre de l'hôpital où j'étais avant, j'avais fait une analyse médico-économique en partant des données épidémiologiques de l'hôpital. Pour ce qui est des 3 parcours qui nous intéressaient, donc c'était fragilité, insuffisance cardiaque, ostéoporose, pour toute hospitalisation supérieure stricte à 15 jours, quand on parle des durées moyennes, ça faisait économiser 150 000 € à l'hôpital. 150 000 €. Ça faisait quoi? C'est quoi qui faisait économiser? Le fait de diminuer de 1 jour d'hospitalisation, tous les séjours supérieurs stricts à 15 jours, était responsable sur un hôpital de proximité de 150 000 € d'économie à l'échelle de la structure. 150 000 €, c'est beaucoup plus que le salaire d'une infirmière de parcours, même coût complet. Donc du coup, c'est cette dimension-là qui n'est pas comprise. C'est vraiment cette dimension médico-économique. Ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et plusieurs fois, je me suis heurtée à cette compréhension-là. C'est-à-dire qu'on est en mode comptable, on n'est pas en mode médico-économique. Mais oui, parce qu'on a une T2A, et ça ne nous aide pas sur le côté médico-économique. Et quand un hôpital souhaite investir, au début, il y a un blanc. C'est-à-dire que là, pour le parcours en sciences cardiaques, on monte sur l'établissement à Condat. Il y a eu un investissement initial, alors que pour l'instant, c'est 8 mois, mais j'ai calculé les coûts à l'échelle d'un an, proche de 100 000 €. On en est déjà à 600 000, à peu près 666 000 pour être plus précise, coûts évités au bout d'un an. Rappelez de façon un peu précise, comment, donc, dans ce parcours insuffisance cardiaque, ça correspond à quoi et comment on évite des coûts? Le parcours, comment on évite des coûts? On évite des coûts parce qu'on prend en charge précocement, c'est-à-dire qu'il y a le côté insuffisance cardiaque, prise en charge spécialisée, optimisation de traitement. Il y a le côté repérage précoce des comorbidités et il y a le côté repérage des fragilités, parce qu'on a une population très âgée dans le Cantal, avec une moyenne d'âge entre 80 et 85 ans, donc on fait les repérages des fragilités. Pour vous donner une idée, sur les 49 premiers patients qui ont été vus en consultation sur les 8 mois, une journée de consultation par semaine, on en est à 307 fragilités. Et quand on compte dans les fragilités la dimension physique, comme le fait l'ICOP avec inactivité physique et sédentarité, on est à 356 fragilités, ce qui veut dire qu'on est en moyenne à 7 fragilités par personne. Quand on prend ces fragilités en compte, on évite des coûts. Typiquement, une personne âgée entre 40 et 75 ans, si on la remet en pratique d'activité physique, on économise près de 23 000 € par an. C'est calculé, c'est France Stratégie qui l'a calculé, l'inactivité physique a un coût sociétal de 140 milliards d'euros par an. Quand on optimise un traitement, on évite une hospitalisation. Quand on prend en charge une dénutrition, on évite une hospitalisation et ainsi de suite. C'est comme ça que les coûts ont été valorisés. Donc quand on est sur 8 mois, l'investissement est un peu moins des 100 000 € et il y a eu une économie directe pour l'assurance maladie d'1 demi-million d'euros. Alors vous savez que le parcours en insuffisance cardiaque, c'est un des grands thèmes de mobilisation de l'assurance maladie aujourd'hui. Et exactement pour ces raisons-là. D'abord parce qu'il y a un sous-diagnostic des situations qui vont conduire à une insuffisance cardiaque sévère. Et donc si on diagnostique plus tôt, donc j'entends ce que vous appelez les fragilités, on va pouvoir par des traitements moins coûteux, moins lourds et améliorer la qualité de vie du patient et éviter une dégradation. Parce que quand on arrive à l'insuffisance cardiaque sévère, ça devient des patients qui sont très lourds, très coûteux, et y compris en temps médical, au-delà de la dimension financière. Et puis, ensuite, il y a aussi le lien ville-hôpital dans le parcours insuffisance cardiaque. C'est pour ça que c'est un très bon exemple de ce par quoi on peut recréer ce lien concrètement ville-hôpital.
Parce que pourquoi je vous donne un exemple en Île-de-France. 40% des patients qui sont hospitalisés pour une décompensation cardiaque sévère aiguë ne revoient ni généraliste ni cardiologue dans l'année qui suit leur hospitalisation. Alors qu'on sait que le risque de récidive est extrêmement important et que le coup d'après, les complications, voire le handicap qui risque d'apparaître, va être extrêmement lourd. Donc oui, là-dessus, on y travaille. C'est pour ça que je pense aussi que l'hôpital croule un peu sous ses difficultés et que c'est compliqué de mobiliser du temps chez les professionnels. Il y a beaucoup de décideurs, il y a beaucoup de services, chaque service a sa propre logique, etc. Mais il faut absolument qu'on arrive, grâce au CPTS, à changer de braquet un peu sur ces sujets-là. On a aussi l'insuffisance rénale chronique sur lequel on va se mobiliser. Enfin, vous parlez de l'ostéoporose. Voilà, il y a beaucoup de sujets comme ça où on pourrait repérer des signes faibles qui sont aujourd'hui sous-diagnostiqués. Ça passe aussi par la formation des médecins généralistes. Alors, dans les préconisations que je vous fais, issues d'une thèse toute récente qui sera soutenue demain et que j'ai dirigée, la dénutrition et la sarcopénie, parce qu'ils ont des prévalences en médecine de ville bien au-delà de la maladie rénale chronique et de l'insuffisance cardiaque et des maladies neurodégénératives qui font l'objet de plans nationaux. Elle est largement sous-estimée, elle est pourvoyeuse d'hospitalisation longue et compliquée. Et pour l'insuffisance cardiaque, il y a une part d'hospitalisation du fait d'une décompensation cardiaque, mais il y a une part d'hospitalisation du fait des comorbidités gériatriques. On retient le diagnostic insuffisance cardiaque, mais ce qui a mené la personne à l'hôpital, ce n'est pas la décompensation cardiaque. Excusez-moi, je vous interromps, mais quand on a préparé, vous parliez beaucoup des changements de poids très rapides. Et c'est vrai que même en population générale, on n'a pas idée que quand on prend du poids ou qu'on perd beaucoup de poids de façon très rapide, c'est un signe qui ne doit pas être anodin et sur lesquels il faut absolument consulter. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est d'où l'intérêt de la télésurveillance pour le coup, qui est vraiment tout à fait co-efficace dans ces cas-là. Il n'y en a pas forcément besoin. Enfin, honnêtement, avec la population gériatrique qu'on a, 1 an et demi, on est confortable et c'est pas mal. Ça nous permet d'avoir une vision long cours, parce qu'on ne sait pas encore les déterminants précis de pourquoi une insuffisance cardiaque va décompenser plus qu'une autre. On est en recherche des déterminants pour expliquer ça. Vraiment, je reparle de recherche, mais c'est des choses qui dans les CPTS ne sont à mon sens pas assez plébiscitées, qui effectivement, alors moi c'est mon cœur de métier la recherche. J'en fais la moitié du temps. C'est des choses à plébisciter en termes de financement. On va y travailler. C'est aussi pour ça qu'on a un DPO, parce qu'on veut développer la recherche participative. On va avoir une convention de signer avec l'INRAE pour la nutrition exactement pour ça. Il faut qu'on fasse de la recherche, il faut qu'on garde les données. À chaque fois, je me bagarre dès qu'on fait des projets ou même dans mon cadre de santé publique pour qu'on garde les données. Parce que vraiment, on a des données de territoire propres et l'assurance maladie, alors nous, on a de très bons liens avec l'assurance maladie qui nous donne bien toutes les données, mais on n'a pas des données aussi précises que ce que je vous ai rapporté tout à l'heure en termes de fragilité. On a une charge de fragilité qui est largement sous-estimée et enfin vraiment c'est très très important qu'on puisse apporter nos propres données pour le prouver. Alors, dans le rapport Tour de France des CPTS, si vous permettez, Monsieur Libaud, il y a une proposition pour renforcer la dimension recherche dans les CPTS. Donc ça, on l'a bien vu. Et c'est aussi dans ce que je disais sur la capacité de mobiliser des professionnels de santé, et notamment des médecins, mais pas que. La capacité à mener des projets de recherche dans une CPTS, c'est aussi un élément qui va mobiliser des professionnels pour aller à la CPTS. Et ce n'est pas uniquement des parcours nationaux ou des missions socles de la CI nationale. Donc là, moi, je partage ce que vous dites. Ensuite, Dominique Libaud posait tout à l'heure une question sur l'offre de services CEPAM-ARS, comment se positionner en service public avec. Et donc, on voit bien que ce dont on parle, y compris sur les déterminants de santé, et la place de la prévention, qui est un des éléments, mais la ministre a beaucoup répondu sur la prévention. Le sujet des déterminants de santé dépasse la prévention, en tout cas tel que vous nous l'avez posé dans votre interpellation. Mais ce changement culturel, de la manière dont on conçoit le rapport à la santé, je pense que, enfin, ça prend du temps d'abord, comme tout changement culturel. Je pense que c'est la contrainte qui fait bouger. Et c'est un peu dur de dire ça, mais nous, on a vu dans notre Tour de France que les zones souvent les plus en difficulté sur l'accès aux soins sont celles qui sont le plus innovantes sur les protocoles de coopération, sur la place de la prévention. Et comme on n'aura pas assez de bras de façon définitive, quelle que soit l'évolution du numerus clausus, et qu'on rentre dans un sujet d'une population vieillissante, etc., avec une pression en demande de soins qui va être extrêmement forte, il n'y a qu'un changement culturel profond de la manière dont on s'organise dans le lien ville-hôpital, mais aussi entre les acteurs du premier recours pour faire face aux années qui viennent.
et pas, y compris pas dégrader les conditions d'exercice des professionnels. Et je pense que les CPTS, ce n'est pas l'outil magique qui règle tous les problèmes, mais dans ce travail d'acculturation qu'on doit faire, c'est un outil extrêmement puissant. Et donc, à nous, ARS et CEPAM, de comprendre qu'il faut des résultats, il faut justifier des fonds publics qui sont apportés. Nous, on n'a rencontré aucun président de CPTS qui n'est pas clair sur le fait qu'il faut rendre des comptes sur cet argent. En revanche, il faut essayer de le faire de façon, on va dire, qui puisse être entendue par les professionnels de santé. Et parce que dans ce changement culturel, on ne le fera pas contre les professionnels de santé. Il faut qu'ils comprennent le sens des objectifs. Et quand parfois, dans nos indicateurs de suivi, de tableau de bord, on leur met des objectifs sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas la main, parce que ça ne relève pas de leur responsabilité, ils ne comprennent pas l'indicateur, et du coup, ils sont un peu dans le rejet de tout ce qui est la charge administrative, parce que, voilà. Et donc, il y a tout un travail, construire un tableau de bord avec des indicateurs qui sont adaptés, et qui ne sont pas simplement, on va faire plaisir aux professionnels et on n'est pas exigeant avec eux. Il faut qu'on soit exigeant, mais il faut qu'on apprenne à construire l'exigence avec les professionnels de santé. Juste, je me permets de dire pour ceux qui nous écoutent que donc ils peuvent donc évaluer et donc aussi ça compte pour la certification en termes de formation continue. Voilà, c'était juste le message que je voulais dire et je vous laisse répondre. Oui, je voulais parler et revenir sur deux points. Les difficultés hospitalières pour commencer. Les professionnels de santé hospitaliers, je sais, j'en étais une il n'y a encore pas si longtemps, en service de soins, s'épuisent. On s'épuise parce qu'il y a des gens qui arrivent là qui n'ont pas à y arriver. Et qu'on n'a pas, quand on est fatigué, on n'a pas le recul on n'a pas le recul nécessaire pour s'apercevoir qu'on n'est pas bon. L'hôpital s'effondre parce qu'on ne fait pas de prévention et parce qu'on n'est pas capable de faire des parcours de santé. Pour vous donner une idée, sur le tout début, la première fois qu'on avait commencé de monter un parcours de santé sur un établissement qui a dû s'arrêter, sur les 32 patients inclus, on avait évité 25 hospitalisations en 6 mois. Ça va très vite. Et la prévention, ce n'est pas que du long terme, parce que ça, c'est l'idée générique de tout le monde. La prévention, c'est très loin, donc c'est pas... Voilà. Non, la prévention, c'est pas loin, ça va tout de suite. Pour le parcours chute, on a 30 ans de retard sur le Canada. Leur décret chute, c'est 95, le nôtre, c'est 2022. Donc quand on monte les parcours, on a un impact direct et la prévention est directe. Il y a un rapport de Santé publique France qui explique bien cela. Si on fait de la prévention, on diminue les prévalences de pathologies jusqu'à la moitié, voire même plus de la moitié sur les troubles cognitifs qui sont en lien avec les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc l'offre de soins n'augmentera pas, augmentera très lentement. Et si je veux être un peu provocatrice, il vaut mieux qu'on s'occupe des déterminants de la santé que d'avoir une offre de soins. Globalement, la part c'est 10% pour la génétique, 5 à 10%, 10 à 15% quand on est gentil avec les professionnels de santé. Tout le reste, c'est les déterminants de la santé. Donc on aura un meilleur état de santé des populations, même sans offre de soins, et si on ne fait que les déterminants de santé. Donc ça, c'est quelque chose de très très important parce qu'on ne l'a pas compris en France, et ça, c'est une réelle problématique. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on agisse. Effectivement, l'ordre doit travailler en coordination, en intégration des soins avec le patient et en délégation de tâches, parce que tout le monde ne pourra pas tout faire, mais il faut diminuer la demande en soins. Et la demande en soins, c'est la promotion de la santé et la prévention. Sans ça, le système de santé s'effondre. Et les principaux déterminants sur lesquels on peut jouer, c'est l'activité physique et l'alimentation? Les déterminants de santé, quand vous avez un plan alimentaire territorial avec une résilience territoriale locale alimentaire, quand vous avez un urbanisme qui est pensé santé, c'est déjà des facteurs clés. Un urbanisme pensé santé en termes de mobilisation, d'activité physique, en termes de pollution, parce que l'environnement arrive. Donc là, sur le côté université foraine, il y avait la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Tout ça, là, les Comcom le font déjà, en fait. C'est des compétences qu'elles ont, qu'elles sous-estiment qu'elles ont. Et les déterminants de la santé, c'est ça, c'est la santé au travail. Quand l'ARS explique qu'elle ne finance pas des projets d'éducation thérapeutique du patient pour les lombalgies chroniques, alors que c'est un des plus gros problèmes de santé au travail, on n'est pas bon. Parce qu'on sait que ça marche. Donc, elle réfléchit comme ça en termes de coût pur. Qu'est-ce que ça coûte? Mais pas en médico-économique, une fois de plus. Il faut réfléchir en médico-économique. Qu'est-ce qui a le plus d'impact en termes de coût-efficacité sur une population? Sur l'ensemble de ce sujet, enfin, ce que vous dites reprend aussi des préconisations du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, hein, il faut bien le dire. Et puis,
pour parler plus spécifiquement, mais c'est quand même un sujet absolument majeur, du vieillissement de la population et de la prévention de la perte d'autonomie. Je rappelle que même la Cour des comptes, je le redis souvent, a analysé que si on avait une stratégie de prévention efficace qui, par exemple, supposons qu'on arrive à gagner 1 an d'espérance de vie sans incapacité, on économiserait, d'après la Cour des comptes, au moins 1,5 milliard d'euros par an. Donc on voit bien effectivement que c'est un peu incompréhensible qu'on n'ait pas une stratégie plus forte sur ces sujets, alors que c'est à la fois effectivement l'intérêt évidemment des personnes elles-mêmes, mais aussi l'intérêt du système global et des finances publiques qui est en jeu. Donc évidemment, moi j'adhère un peu à ce sujet. Et alors il y aura une session GDPS sur le sujet service public départemental ou territorial de l'autonomie, parce que ça a un petit rapport avec ces questions aussi. C'est comment l'ensemble des acteurs sur un territoire peuvent mieux agir, notamment sur le sujet prévention aussi. Voilà, je crois qu'il est donc par rapport à la durée qu'on avait prévue. Je vous remercie beaucoup de ces échanges. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces sessions, je le dis, alors je suis de partie prenante, hein, évidemment, mais c'est que c'est des vrais dialogues. C'est des vrais dialogues, alors que très souvent, on a des tables rondes, enfin, où honnêtement, c'est un peu chacun vient dire ses sujets. Et là, bon, on a eu la chance d'avoir la mise qui ne peut rester toute l'heure, mais enfin, se prête vraiment au dialogue et d'avoir sur un sujet à la fois la ministre, un directeur de CEPAM qui a fait un rapport et une présidente de CPTS. Moi, je trouve que c'est ça qui crée tout l'intérêt de ces échanges. Et j'espère que nos auditeurs, donc en visio, auront le même sentiment que moi. Merci beaucoup à tous et rendez-vous demain pour la suite des grands dossiers de la protection sociale. Merci à vous. Merci beaucoup.